Europe 1, 11h30. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Alors pour vous faire découvrir les bienfaits de l'art-thérapie, nous avons fait appel à une experte, une art-thérapeute. Bonjour Sophie Poussineau. Bonjour. Alors je fais la transition avec ce on s'est dit juste avant avec notre invité. Pour faire ce métier, le vôtre, art-thérapeute, j'imagine que l'élan vital chez vous, il est bien aiguisé, non ? Eh bien oui, ça s'entretient, ça s'aiguise en atelier avec les couleurs et les outils de l'art-thérapie. Et c'est ce que j'essaie aussi de faire avec mes patients, les bénéficiaires, leur faire aiguiser cet élan vital. Alors justement, pour commencer, Sophie, est-ce que vous pourriez nous expliquer très simplement ce qu'est l'art-thérapie ? Alors en 2 mots, c'est accompagner en fait les personnes qui souffrent, que ce soit physiquement, psychologiquement, émotionnellement, en les faisant créer. Créer avec les mains, avec les pieds, si vous voulez, avec les pieds. Pourquoi pas. Les personnes qui peuvent pas se servir des mains peuvent créer également avec les pieds, avec leurs mouvements. Voilà, mais c'est créer avec les arts. Créer tout court. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui est reconnu par la médecine plus traditionnelle, par exemple ? Alors, ça commence à être reconnu. Je vais dire que depuis le début du XXe siècle, ça s'est développé l'art-thérapie. Depuis les années 70, l'art-thérapie a pris son essor. Et là, depuis quelques années, on s'intéresse fortement à l'art-thérapie dans les institutions. D'accord. Il y a de l'art-thérapie dans certains hôpitaux. Hein, vous faites partie cette discipline existe dans des établissements médicaux complètement. Tout à fait. En fait, l'art-thérapie existe depuis longtemps dans les institutions, psychiatrie, maintenant aussi dans l'accompagnement dans les soins palliatifs. Mais c'est quoi exactement ? Excusez-moi, j'y retourne à l'art-thérapie. C'est pas seulement de la peinture ou du dessin. Qu'est-ce qu'on peut faire comme activité ? Racontez-moi. Oui. Donc les arts sont larges et l'art-thérapie est également large. C'est-à-dire en effet, il peut y avoir du dessin, il peut y avoir du modelage aussi, de l'argile, mais c'est aussi remettre l'élan vital dans son corps. Donc ça peut être aussi la musicothérapie avec les rythmes, écouter de la musique, chanter. Et puis danser également, faire du théâtre. On n'a pas encore détaillé beaucoup les choses, mais Sophie Chassa, vous êtes encore avec nous. Je rappelle que vous êtes philosophe. L'élan vital, là, dans tout ce qu'elle décrit, c'est des bons outils, non ? Tout ça pour aller vers des biophores, donc du coup. L'art, ça ouvre vraiment une capacité à s'émerveiller à nouveau du monde, à voir une fois de plus des aspects qu'on ne fait que regarder d'habitude, et puis à se reconnecter aussi à son rythme. La notion de rythme, elle est très importante. Et on est d'accord, Sophie, que le but, c'est pas forcément, si je prends le dessin, de bien dessiner, parce qu'on n'est pas là pour devenir Claude Monet. Parce que par exemple, moi, je suis nulle en dessin, mais si j'avais besoin d'art-thérapie, ça pourrait quand même être à ma portée. Eh ben, vous êtes la bienvenue dans mes ateliers. J'allais dire qu'en effet, les aspects esthétiques ne comptent pas. C'est pas le fait que ce soit beau qui compte, c'est le fait de poser des choses et se remettre justement en vie et dans cet élan de création. Même si c'est très moche, ça peut avoir des bénéfices. Parce qu'avec Julia, ça risque d'être moche. Hein, et puis je chante très mal aussi. Ça peut être très moche. Vous dansez bien, par contre, je crois. Ouais, je fais bien le twerk. Ça fait partie de l'art-thérapie ou pas ? Ça peut également. Mais même si vous dansez mal, vous êtes la bienvenue. L'idée, c'est de poser les choses et puis se remettre en mouvement. Est-ce que justement chaque différent domaine, là vous nous avez donné un petit panel, il y a le dessin, la danse, la musique, enfin plein de choses possibles, la poterie, est-ce que finalement chaque différent domaine est plus approprié pour un type de patient ? Est-ce que quelqu'un qui arrive, je sais pas, parce qu'il est stressé dans votre consultation, vous allez lui faire plus de la peinture ou de la poterie ? Est-ce qu'il y a à chaque mot, ça a son art, je ne sais pas. Oui, il y a des disciplines, des outils qui sont plus appropriés selon certaines pathologies ou certains troubles, mais je vais d'abord essayer de comprendre pourquoi la personne est stressée. Et donc par rapport à ça, je vais lui proposer un outil approprié, plutôt on va dire au cœur du mal. Pourquoi elle se sent mal ? Alors, est-ce que vous avez un exemple de patient en tête à nous donner qui pourrait illustrer justement une typologie de patient avec un art plus approprié pour lui ? Oui, j'allais dire par exemple quelqu'un qui est vraiment pas bien dans son corps, je peux lui proposer par exemple une silhouette, donc quelqu'un qui sait pas dessiner, une silhouette tout simplement à remplir avec des couleurs, des symboles, etc. Donc ça, c'est déjà se remettre dans son corps et puis dans l'élan vital, quoi. Remettre quelque chose, une création dans son corps, ça peut être ça. Ou alors du modelage, tout simplement pour sentir la matière aussi. Et quelqu'un qui serait tout simplement déprimé, on parle pas de grosse dépression, mais là, franchement, le changement de saison, tout ça, on parlait des différents confinements. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à quelqu'un qui a perdu un peu d'élan vital, justement ? Eh ben, on peut se mettre, par exemple, à peindre une couleur, par exemple un bleu. Je voyais que sur le livre de Sophie Chassa, c'était juste une tache de bleu, ça peut être juste apprendre à respirer sur sa feuille en étalant de la peinture, en pensant à la mer. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Le bleu, c'est important, c'est une couleur vraiment qui nous ouvre.
toutes les couleurs sont importantes. Donc j'essaie aussi de comprendre la personne, elle a besoin de quelle couleur. Ça peut être bleu, mais si elle a envie de mettre du rouge pour étaler sa colère, pourquoi pas. Alors souvent on se dit que quand on est très déprimé, il faut plutôt écouter, je sais pas moi, la compagnie créole. Est-ce que c'est votre avis ou pas? Ou est-ce que la musique, on peut faire ce qu'on veut? Oui, non, on peut faire ce qu'on veut. Après, il y a des personnes qui sont tellement coincées dans leur corps que la compagnie créole peut aussi les bloquer. Donc on y va doucement et en écoutant, là encore, c'est important, le premier entretien, on va écouter où elle en est la personne, quels sont ses besoins, quels sont son trouble, ses troubles, et essayer d'aller comprendre justement ça pour donner des outils appropriés. Alors vous allez rester avec nous, Sophie Poussineau. On va poursuivre cet entretien dans quelques instants. On va rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'est l'art-thérapie, comment se déroule très concrètement une séance par exemple, les effets, les bienfaits de ce type de soins sont-ils rapides, comment tout ça fonctionne. On va tout vous expliquer ce matin sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. C'est la compagnie créole pour Julia. C'est Nicolas Baudin, notre réalisateur, qui voulait vous aiguiser votre élan vital, je crois. Mais vous savez que là, j'étais en train de danser, ça fait du bien. Hein. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, votre émission dans laquelle on prend soin de votre santé, de votre bien-être. Et aujourd'hui, c'est le cas grâce à l'art-thérapie. Et l'art-thérapeute avec nous en studio, c'est vous, Sophie Poussineau. Alors, depuis combien de temps ça existe, l'art-thérapie, d'ailleurs, que ce soit dans les hôpitaux ou en libéral? Alors, je dirais, si on considère que l'art est un moyen pour s'exprimer, on dirait que depuis la nuit des temps. Je veux dire la préhistoire, l'Antiquité, le théâtre, la catharsis, voilà. Et puis après, je dirais que vraiment la discipline a pris ses lettres de noblesse dans les années 70. Et depuis 4-5 ans, on entend de plus en plus parler de l'art-thérapie, qui est très développée au Québec, par exemple au Canada. Ah, c'est le Québec qui nous a remis l'art-thérapie sur le devant de la scène. Comme dans beaucoup de médecines alternatives, ils ont 10, 15 ans, 20 ans peut-être. Ce qu'elle nous a fait, Julia, là, les 4 pas de danse sur la compagnie créole, qui ont l'air de lui faire beaucoup de bien. Ça fait bien. C'est de l'art-thérapie d'une certaine façon. C'est de l'art-thérapie. Elle est pas malade. Enfin, quoi que là, on pourrait se poser la question. C'est remettre de l'élan vital, de l'énergie, du rythme dans son corps. Donc si ça lui fait du bien et qu'elle se met ça régulièrement, c'est une façon de se soigner, de se faire du bien. Voilà. En tout cas, c'est après, ça. on peut pas dire que c'est de l'art-thérapie puisqu'il n'y a pas la thérapeute qui est. Il faut que je sois à côté. Ben là, vous êtes là. Voilà, je suis là, si je suis avec vous. Voilà. Et puis pourquoi pas faire des masques puisque j'étais dans le bal masqué. Faire des masques aussi, c'est de l'art-thérapie. Voilà. Ah, c'est génial. Voilà. Bon. Quelle bonne idée. Sophie Poussineau, vous vous adressez à quel type de patients, vous par exemple? C'est pas forcément des gens qui ont des troubles psychiatriques. Ça peut être monsieur et madame tout le monde. Après, je sais pas, un divorce, une difficulté dans la vie, un déménagement qui s'est mal passé. Enfin, c'est quoi les profils de gens qui vous consultent? Ce sont tous des bons exemples. En effet, en fait, j'ai à dire que l'art-thérapie, c'est pour les enfants, les adultes, les adolescents, les seniors, etc. Donc moi, j'interviens en institution, donc en EHPAD, en maison de retraite, dans des associations, mais également dans mon cabinet, j'allais dire qu'on peut venir pour des troubles à l'école, des anorexies, phobies scolaires, dépression, divorce, maladie, donc c'est vaste. C'est un complément, c'est-à-dire que là vous avez cité l'anorexie, par exemple, ça n'enlève pas le besoin d'être suivi dans un service psychiatrique et d'avoir un traitement exactement. Enfin, traditionnel. Exactement. Les art thérapeutes ne sont pas des médecins, donc ça peut venir en complément. Mais ça ne remplace pas, ça il faut être clair avec ça, ça remplace pas des soins médicaux. Ça me fait penser à un documentaire que j'avais vu de Valéria Bruni-Tedeschi, je sais pas si vous l'avez vu, sur une jeune fille de 90 ans, où vous avez vu comme c'était merveilleux. Est-ce que ça c'est de l'art-thérapie, c'est-à-dire un chorégraphe qui vient dans un EHPAD pour faire danser une vieille dame de 90 ans? C'est ce que je vis. Alors moi je suis musicothérapeute et également danse-thérapeute, donc j'interviens dans les maisons de retraite pour remettre justement cet élan vital dans des corps qu'on croit qui ne peuvent plus bouger, qui ne peuvent plus vivre. Et en effet, on peut les faire danser. Et même des personnes en fauteuil roulant peuvent danser, bouger les bras, bouger la tête. Et vous voyez vraiment des évolutions remarquables. Par exemple, il y a des personnes âgées, comme vous le décrivez, en fauteuil roulant. Ils arrivent vraiment à bouger plus. C'est-à-dire, on va de quoi à quoi? Par exemple, vous les récupérez au début, on va dire, d'une première séance, ça bouge pas du tout. Et puis tout d'un coup, paf, ils se mettent vraiment à danser. Alors, il n'y a pas de magie non plus. Elles vont pas se mettre à danser, se lever du fauteuil, etc. Quand même. Mais elles peuvent, en tout cas, retrouver une certaine joie de vivre, du mouvement, un élan dans leur corps et dans leur cœur et dans leur tête. Alors là, on va passer à une autre génération. Ce sont les enfants. Est-ce qu'on peut en tirer des bénéfices pour eux également? Je pense notamment aux difficultés scolaires, aux problèmes de concentration. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose
chose pour eux avec l'art-thérapie. Tout à fait. En art-thérapie, dans mon cabinet, dans mon atelier, je reçois des enfants qui peuvent souffrir soit de troubles de l'attention, donc ça peut permettre justement de se concentrer. Ça peut aussi redonner confiance pour des enfants qui souffrent justement de troubles scolaires, de difficultés scolaires, de retrouver cette confiance en soi, se dire je suis capable de faire. Et par exemple, ça passe par quoi? Expliquez-nous concrètement, avec un enfant qui a des difficultés scolaires, comment vous allez aborder votre programme d'art-thérapie? Souvent, en fait, je laisse l'enfant dessiner ou je lui donne un thème, etc. Et puis, j'observe ce qui va se passer. Si l'enfant, par exemple, ne prend pas toute la place de la feuille, va dessiner justement dans un coin, je vais lui dire, mais tu peux prendre toute la place, tu peux commencer par le centre. Ou s'il hésite, il va dire, mais il est moche mon dessin. Je vais lui donner confiance en lui en disant, mais tu vois, tu peux jouer également, mettre des tâches, jouer, retrouver cet émerveillement et cette confiance en soi. D'ailleurs, là, ce que vous dites, vous parlez un peu de timidité aussi. Oui. C'est valable pour les enfants, mais est-ce qu'un adulte, par exemple, qui serait un peu timide, peut-être trop, pour aller voir un psy tradi, entre guillemets, est-ce que l'art-thérapie pourrait être une belle porte d'entrée pour réfléchir à lui-même? Tout à fait. En fait, il y a des personnes qui ne trouvent pas les mots pour expliquer leurs mots. MAUX. Et donc, du coup, passer par le dessin, la création permet de poser les choses, de peut-être aller mieux à la rencontre de soi-même et peut-être plus expliquer ce qui se passe à l'intérieur. Je reviens sur l'enfant timide que vous décriviez, même pas timide, mais qui avait des difficultés scolaires, à qui vous allez faire donc plusieurs séances autour du dessin, par exemple. Au bout de combien de temps vous avez eu des cas de patients comme ça, de petits enfants qui ont eu des performances scolaires meilleures, enfin que ça a amélioré? Au bout de combien de temps? C'est un travail de combien de mois, de semaines, je sais pas. Oui, alors moi je vais pas trop regarder en fait les performances scolaires. Après, je vais regarder comment l'enfant va mieux. Moi, je propose un protocole sur 6 séances et après nous faisons un bilan pour voir comment ça s'est passé. Puis je demande bien sûr aux parents comment ça s'est passé à l'école, comment ça s'est passé à la maison, etc. Mais c'est surtout symboliquement que je vois comment ça se passe également dans l'atelier, au niveau des formes, etc. Et les parents, ils vous disent quoi, par exemple, entre un début de séance avec un enfant qui a des difficultés à l'école et à la fin, qu'est-ce que vous avez eu comme retour, par exemple? Alors ça dépend vraiment des cas. C'est comme les adultes, que ce soit les enfants ou les adultes. Il y a des personnes, au bout de quelques séances, je pense à une jeune fille qui venait, qui était vraiment très timide, très introvertie. Le fait de dessiner, alors je la faisais dessiner sur des grands formats, parce que justement, elle faisait au début des choses toutes petites, et je la faisais dessiner sur des grandes feuilles sur le mur. Elle, il y a eu vraiment une transformation assez rapide. Elle fait des tags dans la Elle fait des maintenant. tags, elle s'exprime, elle a pris confiance, elle tag dans son lycée. Non, voilà, c'est prendre confiance, c'est ça. Donc ça peut être en quelques séances. Puis il y a des personnes, si elles ont vraiment des troubles ou des traumatismes, bien sûr, ça peut prendre plus de temps. D'accord, mais alors est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire seul ou accompagné? Est-ce qu'on peut venir avec une copine? Elle a dit quand vous dansiez sur la compagnie créole, là c'est pas encore de l'art-thérapie. C'est pas encore de l'art-thérapie, Julia, c'est de l'expression corporelle, on va C'est dire. déjà pas mal, je vous remercie. C'est déjà pas mal. On peut en effet refaire quand même soi-même, prendre des outils artistiques pour s'exprimer. Mais on peut pas y aller avec son compagnon, par exemple, faire de l'art-thérapie? Non. Même les enfants viennent pas avec leurs parents. D'accord. Voilà, c'est personnel. C'est un cheminement. Ouais. C'est un cheminement personnel. C'est se retrouver avec soi-même. Mais ça veut dire qu'à la dernière séance, comme on a fait plein de dessins, tout ça, vous faites une expo? Enfin, je fais une expo. Vous faites payer ou pas? Je fais pas une expo où viennent les copains, les copines, où on fait un pot, etc. C'est vraiment une exposition de la personne avec ses créations et avec la thérapeute pour faire un bilan des séances et du chemin thérapeutique. Et ça va donner quoi, par exemple? Donnez-nous, je sais pas, des patients récemment que vous avez eu à traiter. À la fin des 6 séances, il y avait quoi devant lui et qu'est-ce qu'il a pu voir de son progrès, on va dire, de ses progrès? Alors souvent il y a une surprise parce que la personne, en effet, moi je garde les créations, donc au bout de la 7e séance, la personne se souvient pas de tout ce cheminement qu'elle a fait et donc du coup il y a une surprise de redécouvrir le travail qu'elle a effectué. Et puis là il va y avoir aussi des questionnements, c'est-à-dire que je vais amener la personne à se questionner aussi sur son évolution, sur ce qu'elle a posé, sur ses créations. Est-ce que ça marche, l'art-thérapie, sur les phobies? Moi, je pense à un petit garçon que je connais bien qui a peur des chiens, par exemple. Est-ce que si je vous l'amène, vous lui faites dessiner des chiens? Oui, je peux lui faire dessiner des chiens, puis je vais voir comment il va dessiner peut-être ce chien. Peut-être établir un dialogue aussi, parce que je peux mettre de l'écriture si l'enfant sait écrire à l'âge d'écrire. On peut peut-être établir un dialogue avec ce chien. Qu'est-ce qu'il a à dire, ce chien, et comment il peut lui répondre, tout simplement. Parce que l'écriture, c'est aussi un moyen de faire de l'art-thérapie. Vous utilisez beaucoup ce biais-là? Oui, tout à fait. Alors après, je fais une distinction entre les ateliers d'écriture créatif, que j'en ai animé pas mal, d'ateliers littéraires et créatifs, et puis l'écriture thérapeutique.
C'est quoi la différent. différence? Alors par exemple, l'écriture thérapeutique, ça peut être plus écrire de manière spontanée, donner un titre à sa création, ou par exemple établir un dialogue avec un personnage qu'on a créé. Donc ça va être de l'écriture, on va dire spontanée et thérapeutique. Et l'écriture créative, c'est quoi la différence? Alors c'est inventer, ça peut être écrire des poèmes, écrire des histoires, écrire des nouvelles. Et ça soigne aussi. Et ça peut, on va dire, c'est une expression. Mais je peux pas dire que ça peut soigner. En fait, je fais attention également que la personne ne rentre pas trop dans le mental et dans la réflexion et dans je vais choisir mes mots, etc. Donc, tout à l'heure, on parlait des personnes timides, mais il y a des personnes aussi qui sont au contraire extraverties, qui vont laisser beaucoup de place à la parole. Et l'idée, c'est de faire taire aussi un petit peu le mental. Alors, est-ce que ces patients que vous suivez et à qui vous avez appris à utiliser des outils, est-ce qu'ils continuent après vos séances? Est-ce que ça devient des créatifs, des artistes? Alors moi, je les invite vraiment à continuer cet élan, à l'entretenir. Comme un traitement de fond, un peu. Comme un traitement, c'est ça. C'est un peu mon médicament. C'est voilà. Quand ils viennent en fait dans mon atelier, je leur donne des choses assez faciles, comme tout à l'heure, je vous parlais d'une silhouette à remplir. Par exemple, les collages. Également, c'est assez facile à effectuer. On peut le faire tout à fait chez soi. Après, il y aura pas le thérapeute à côté pour peut-être accompagner, parce que en fait, mon travail, c'est aussi d'observer ce qui se passe. Et si par exemple il y a quelque chose de trop triste ou si la personne est trop coincée, je vais lui permettre de transformer peut-être son dessin, d'apporter d'autres couleurs. Tout ce que disait tout à l'heure Sophie Chassa, c'est un peu ça. C'est poser aussi les émotions et les transformer. Et ça, on peut le faire effectivement grâce à un art thérapeute comme vous. Merci beaucoup, Sophie Poussineau, pour cette belle découverte qu'est l'art-thérapie, de cette forme de soin dont on ne parle pas assez souvent, mais on l'a compris, qui peut vraiment engendrer des transformations hyper positives chez les gens qui s'y mettent. Bonne continuation à vous, Sophie. Merci, bonne création à tous et à toutes. Merci beaucoup. Il est temps à présent, Julia, de lancer notre séquence tendance. Comme tous les jours, on démarrera par la gastronomie avec les conseils aujourd'hui du chef pâtissier Jeffrey Cagne concernant les viennoiseries. On va se faire du bien, je crois. Il faut bien que travailler un jour férié ait quelques avantages. Ensuite, Sophie Braffman, notre spécialiste mode, nous dira tous sur la tendance des fringues cocooning. Un peu de douceur, j'imagine. Tout ça nous plaît beaucoup. Et enfin, Elsa Lévy va nous expliquer pourquoi tant de boutiques de CBD ouvrent partout. Qu'est-ce qu'on vend dedans? Quel type de produits pour quels éventuels bienfaits? Elle nous dira tout.